Bon, donc la question, c'est doit-on imposer l'IA en colo de dépistage? On a fait une belle publication récemment. Voilà mes conflits d'intérêts. Je vais élargir un petit peu, je vais parler de la publication, mais je vais élargir un petit peu sur la coloscopie d'aujourd'hui. Bon, vous savez la séquence adénome-cancer. Le but de la coloscopie, c'est de dépister assez tôt et au plus tôt. Et finalement, l'IA est là pour, en théorie, augmenter la capacité de l'œil humain pour détecter les polypes. C'est un sujet à la mode, vous allez voir, j'ai rarement vu un sujet avec autant de publications pour des essais randomisés en si peu de temps. Il y avait, avant qu'on publie notre essai, aucun essai publié en France, et surtout, à l'échelle mondiale, aucune donnée disponible en vie réelle, c'est-à-dire en centre non académique. Alors voilà pourquoi je vous dis que c'est un sujet à la mode. 14 essais randomisés en moins de 2 ans, je ne connaissais pas un tel domaine. Nous, finalement, on arrive là, c'est-à-dire qu'on est sur l'un des plus récents essais publiés. Je vais vous montrer un petit peu les essais qui avaient été publiés. On voit qu'ils étaient tous venus d'Asie, un petit peu des États-Unis, et en Europe, seule une équipe italienne, toujours la même, a publié sur l'IA en détection. Les essais étaient donc randomisés, de temps en temps tandem, c'est-à-dire qu'on imposait aux patients 2 endoscopies, ou en parallèle, c'est-à-dire qu'on comparait un groupe avec IA et sans IA. Par contre, 100% des essais étaient en centre académique. Les essais publiés précédemment étaient donc des essais qui semblaient assez larges, mais quand on voit finalement, il n'y en avait qu'un qui était sur un volume qui dépassait le millier de patients. Les systèmes développés étaient divers. Nous, on a évalué le GI Genius. Je vous expliquerai après pourquoi ce choix. Mais pas mal de dispositifs sont en cours de développement. Quand on regarde les résultats de ces essais, vous voyez en vert tous ceux qui sont positifs, en rouge ceux qui sont négatifs. Finalement, l'objectif principal était négatif dans les essais en rouge, mais c'était souvent des essais qui étaient en tandem, et donc dont l'objectif n'était pas le taux de détection d'adénome, adenoma detection rate, mais le taux d'adénome manqué. Donc ils peuvent être négatifs, mais faire augmenter quand même le taux d'adénome. Je vous montre d'ailleurs les résultats. Tous les essais montraient une augmentation du taux de détection d'adénome, même les essais donc, dont l'objectif principal était négatif. Et ce qu'on voit, c'est que l'augmentation était majeure, puisqu'on a, dans l'essai italien, près de 15% de taux de détection d'adénome. C'est-à-dire qu'on passe d'un 25%, par exemple, de cible à 40%. C'est vraiment un bénéfice majeur dans les essais qui étaient publiés. Donc on s'était posé la question, nous, en France, dans une équipe non académique, en pratique de routine, une large étude, on a donc publié la plus large qui avait été publiée jusque-là. Est-ce que finalement, le GI Genius, qui était le dispositif qu'on avait décidé d'utiliser, aussi parce que c'est un dispositif qui s'adapte sur tout type de colonne, quelle que soit la marque de vos endoscopes. Et nous, on avait 2 marques dans notre centre, et c'était un moyen séduisant de pouvoir faire de l'IA à tout le monde. Donc voilà comment est née notre étude ColoGenius. L'objectif principal de notre étude, c'était l'IA contre la coloscopie standard, avec une randomisation 1 pour 1, soit l'un, soit l'autre. L'objectif principal était le taux de détection d'adénome, donc le nombre de patients ayant au moins un adénome lors de sa coloscopie. Et puis on a regardé aussi, bien sûr, les objectifs secondaires avec combien d'adénomes par patient, combien d'adénomes avancés, enfin le taux de détection d'adénomes avancés, et des polypes festonnés également. Notre critère d'inclusion était en pratique de routine, donc on avait pris la totalité des patients sous réserve qu'ils soient majeurs pour les inclure dans l'étude. Bien sûr, étaient exclus ceux qui nous étaient référés pour des gros polypes, comme on a montré, où finalement on savait qu'on allait avoir des polypes. Les patients ayant des antécédents de chirurgie qui allaient fausser la donnée, ou des sigmoïdites récentes, ou des Mickey, ou des polyposes. Notre équipe était constituée de 20 endoscopistes expérimentés, 6 femmes et 14 hommes, tous rompus à la pratique de la coloscopie, sous-entendu pas de médecins en formation ou de juniors. Et on avait décidé, pour comprendre l'intérêt de l'IA, de séparer notre population d'endoscopistes sur le bras standard,
de déterminer on a déterminé les mauvais détecteurs à moins de 25% de taux de détection d'adénome, qui était le taux de détection 25%, c'est recommandé dans la population de dépistage, donc au-delà de 50 ans, de 50 à 75 ans. Donc c'est nos plus mauvais, mais ça reste des détecteurs qui ont plus de 25% dans la population cible. Les bons détecteurs qui étaient dans le seuil 25-35 et les très bons détecteurs au-delà de 35%. Ah, le flowchart n'est pas passé. Bon, bref, il y avait 1000 patients dans chaque groupe globalement. Voilà les résultats. La population, c'était une population de routine. Donc là, c'est bien que vous puissiez voir le type de patients qu'on a exploré. Des antécédents familiaux de polypes dans 17% des cas, antécédents personnels dans 27% des cas, un dépistage individuel par coloscopie dans 16% des cas environ, un FIT positif dans 6 à 8%, et puis d'autres symptômes comme les rectorragies ou d'autres symptômes, 9% pour les rectorragies, 16% pour les autres symptômes. Voilà les résultats. L'objectif principal, on montrait une augmentation significative de 4% seulement, mais significative du taux de détection d'adénome. Même chose pour le taux de détection de polypes et même chose pour le nombre moyen d'adénome par coloscopie. Ne sortait pas comme différence significative l'apport de l'IA sur les petits, moyens ou gros polypes. Pour nous, on avait un apport quelle que soit la taille des polypes. Sortait, mais non significativement, une augmentation du taux de détection d'adénome avancé, qui prenait 2%, 7% de notre série pour 9%. Et même chose pour les polypes festonnés, qui gagnaient 2%, de 10 à plus de 12%, mais non significatif. Voici l'apport de l'IA sur tous nos endoscopistes. À droite de la droite, vous voyez si les petites cases sont à droite de la droite, c'est qu'il y a un bénéfice individuel de l'endoscopiste, de l'IA pour l'endoscopiste. Si c'est à gauche, c'est qu'il n'y a pas de bénéfice. Et on voit que la plupart des endoscopistes tirent un bénéfice de l'IA. Quand on a regardé dans les 3 sous-groupes qu'on avait déterminés entre les mauvais, les moyens et les très bons détecteurs, on voit que plus on est mauvais, plus on tire bénéfice de l'IA. Et le bénéfice, c'est de façon linéaire moindre quand on est très bon détecteur. Petit bémol, enfin petite remarque, je ne pense pas qu'on naisse bon détecteur, mauvais détecteur ou très bon détecteur. Je crois qu'on varie au fur et à mesure de notre programme, de notre journée, de la fatigue. Et donc l'idée de finalement cet apport, c'est de nous maintenir tout le temps à la droite de la diapo, c'est-à-dire de nous maintenir à un bon niveau de taux de détection d'adénome. C'est ça ce qui, à mon avis, l'apport de l'IA. Donc finalement, la conclusion de notre essai, c'était qu'on confirmait en pratique de routine, et c'était la première fois dans la littérature en vie réelle, l'apport de l'intelligence artificielle avec le système GI Genius pour le taux de détection d'adénome, et que ça donc suggère son utilisation systématique. Et l'explication, c'est plutôt une augmentation de la vigilance dans ce dispositif-là de l'endoscopiste. Les différences par rapport aux précédents essais, c'est que c'est quand même inférieur aux premiers essais qui nous prédisaient des augmentations majeures du taux de détection d'adénome. Et notamment, si on est déjà excellent et dans un très bon jour, probablement l'IA nous apporte peu. Donc voilà notre étude qui complétait la littérature. Presque au même moment, un deuxième essai, là aussi très gros essai de 3000 patients sortait. Et à nos 2 essais, on avait finalement 5000 patients qui étaient bien supérieurs à tout ce qui avait été antérieurement publié, montrant quasiment les mêmes résultats. C'est-à-dire ça augmente, c'est significatif, mais ça ne révolutionne pas, enfin c'est pas x2 sur le taux de détection d'adénome. Voilà à quoi ressemble le système GI Genius de Medtronic, donc un système assez fin qui est embarqué sur nos colonnes. Là, vous voyez, je crois voir de l'Olympus sur le haut de notre colonne. Là, on est sur du Fuji sur le haut de notre colonne. On passe à de l'Olympus, on branche indépendamment nos appareils. Et le système GI Genius accompagne, que ce soit l'un ou l'autre, nos endoscopies. Donc la question que Bertrand, tu me posais lors de cette session, est-ce que l'IA doit s'imposer en coloscopie de dépistage? Ma réponse est oui.
Mais du coup, ça ouvre d'autres discussions. Quid des autres dispositifs d'optimisation et comment l'IA s'articule avec les autres dispositifs? Alors, vous connaissez les autres dispositifs. Il y a l'IA qu'on vient de voir qui augmente la vigilance. Il y a les keufs, et notamment l'endokeuf, on va en toucher un mot, qui augmentent la surface de muqueuse examinée. Et puis, il y a les systèmes d'augmentation de contraste qui rendent un polype qui n'était pas vu quand on passait devant, ça le rend visible. Donc on peut en plus attendre un effet cumulatif de ces systèmes d'optimisation. Sur l'endokeuf, on avait, et la même équipe, et c'est ça qui est intéressant sur ce qu'apporte chaque technique, on avait publié un premier essai où on montrait qu'on montait de 10% le taux de détection d'adénome, donc de façon majeure avec l'endokeuf, quel que soit l'endroit dans le côlon, gauche, transverse ou côlon droit. Il n'y avait que dans le rectum, où finalement il n'y a pas d'ostration, que l'endokeuf n'apportait pas grand-chose. Eh bien, quand on regarde dans la littérature les essais randomisés sur combinaison endokeuf et IA, on voit que l'effet est bien cumulatif, puisque on voit que endokeuf et IA fait mieux que l'intelligence artificielle seule. Et dans le dernier essai nord-américain publié dans GIE, un point très important, c'est que endokeuf et IA, par rapport à une coloscopie standard faite en haute définition lumière blanche, on augmente le taux de détection d'adénome, mais pour la première fois dans la littérature, on augmente le taux d'adénome, de détection d'adénome avancé, qui est un point majeur, le bénéfice est majeur pour le patient. Donc oui, il y a un effet cumulatif sur cette combinaison. Sur l'augmentation de contraste, la littérature est plus riche sur l'intérêt du LCI de Fuji. C'est là où, à mon sens, on a le plus de données pour dire que ça augmente le taux de détection d'adénome et ça diminue le taux de détection d'adénome manqué. Je passe vite parce que ce n'est pas le sujet. Est-ce qu'il y a des combinaisons IA et augmentation de contraste? Alors, je n'ai pas trouvé d'essai dans la littérature pour l'instant publié là-dessus. Les seuls essais que j'ai vus, c'est un essai où on montrait des bandes vidéo à des experts et que finalement, quand on les montrait avec l'IA et avec l'augmentation de contraste, tous les polypes vus sur les bandes vidéo étaient vus par les experts. Donc c'est un peu léger, mais ça semble synergique aussi. Donc, je reviens à la question posée. L'IA doit-elle s'imposer? Oui, mais alors en combinaison à tous les dispositifs d'optimisation possibles. Et je dirais plus de coloscopie optimisée, associant et de l'IA, et de l'endokeuf, et du contraste, de l'augmentation de contraste. Alors, certains sceptiques vont dire, est-ce que c'est finalement utile de faire un dépistage si exhaustif? Et c'est légitime de se le poser. Est-ce que c'est vraiment utile de trouver des tout petits polypes? À quoi rime un TDA hyper élevé? Mes patients, je n'ai pas l'impression qu'ils font des cancers d'intervalle. Finalement, est-ce que j'ai vraiment besoin de mettre tous ces trucs au bout de mon endoscope? Si mon TDA est au-dessus de 30%, comme les seuils recommandés sont 25%, est-ce que je dois m'embêter à faire tous ces dispositifs? Donc finalement, la question posée, c'est est-ce qu'un dépistage exhaustif apporte quelque chose aux patients? Et quelque chose aux patients, c'est est-ce que ça permet de diminuer le taux de cancer d'intervalle, c'est-à-dire de cancer chez les patients dépistés qui finalement le développent alors qu'ils sont dépistés, et est-ce que ça joue sur la mortalité par cancer d'intervalle? Alors il y a deux études qui répondent à ça. Il y en a une qui est maintenant très connue, que vous connaissez, c'était l'étude de Corley en 2014, qui montre que pour un point de taux de détection d'adénome, on diminuait de 3% le taux de cancer d'intervalle. Dans cette étude, vous avez en haut le taux de cancer d'intervalle, au milieu le taux de cancer diagnostiqué tardivement, et on voit que plus on est à droite sur la courbe, plus l'ADR est élevé, donc ça diminue le taux de cancer avancé et ça diminue la mortalité par cancer. Donc depuis cet essai, on n'avait pas beaucoup d'autres données. Et la même équipe a publié il y a un an un très gros papier, 750 000 patients, presque 1 million de patients, donc c'est énorme. Et ce papier a un intérêt, c'est de voir, de décortiquer finalement par tranche de 5% de taux de détection d'adénome, est-ce que c'est vraiment utile et de façon linéaire? Et c'est vraiment inversement proportionnel. Plus on monte en taux de détection d'adénome, plus on va avoir un taux de cancer faible, d'intervalle. Vous voyez la courbe kaki qui est en haut, c'est les taux de détection de moins de 20%. Et puis, plus vous allez descendre, plus vous allez descendre sur le schéma, plus vous allez avoir des taux de détection élevés.
Donc oui, ça a un effet sur le taux de cancer d'intervalle et également sur la mortalité, avec notamment dans cette étude, le cut-off qui était donné était de 28,3%, où on voyait qu'en dessous et au-dessus, on changeait la mortalité des patients par cancer d'intervalle. Voilà cette même étude. Cancer d'intervalle à gauche, on voit que ça abaisse de façon significative le taux de cancer d'intervalle. Sur la mortalité, ce n'était pas toujours significatif, mais c'est un peu plus compliqué de démontrer une diminution de mortalité par cancer d'intervalle. Donc finalement, que procure cette coloscopie optimisée que je pense devoir s'imposer? Une meilleure protection des patients contre le cancer d'intervalle, surtout à l'heure où se discute l'allongement des périodes avant la prochaine coloscopie, puisque vous avez vu les dernières recommandations européennes, reprises prudemment par les Français de façon un peu plus posée, sur l'allongement des délais post-polypectomie. À cette heure, je crois qu'il est important d'assurer une clairance complète des polypes des patients qui viennent nous voir pour coloscopie. Donc, l'IA doit s'imposer en coloscopie, je dirais même plus large. La coloscopie optimisée, qui associe tous ces dispositifs, doit s'imposer pour moi aujourd'hui à nos patients. Finalement, aujourd'hui, l'IA apporte donc une aide au dépistage. L'IA n'arrête pas de parler, et vous avez vu que c'est des sujets à la mode avec énormément d'essais. On va avoir, après le dépistage, l'aide à la décision thérapeutique, puisque, comme vous le voyez, maintenant, et là c'est encore le système GI Genius dans sa nouvelle génération, on a à la fois l'aide au dépistage avec ces carrés qui entourent nos polypes, à la fois une identification qui n'est pas encore au point, et toutes les firmes travaillent là-dessus, mais c'est l'étape suivante de l'IA en endoscopie. Voilà, j'espère vous avoir convaincu. Je vous remercie. David, merci infiniment pour cette belle présentation et cette belle étude de Genius. Moi, j'ai une question à la salle. Qui dispose, à main levée, qui dispose d'un dispositif de détection par intelligence artificielle? Il y a à peu près un dixième de la salle qui dispose d'un... Donc il y a du travail à faire. Qui utilise l'endocuff? Donc il y a un peu plus d'endocuff dans la... Donc voilà. Donc, est-ce que tu penses qu'il n'y a que 10% de la salle qui a un dispositif? Toi, tu nous dis que c'est probablement ça va devenir le standard et indispensable. Est-ce que ça va nous être reproché si jamais quelqu'un... comment tu vois l'avenir? Est-ce qu'il faut qu'on achète tout ça tout à l'heure? Oui, moi je pense qu'il faut qu'on achète tout ça ou qu'on fasse pression pour avoir la mise à niveau de nos unités d'endoscopie. On avait, quand on est passé de l'endoscopie analogique à la haute définition, on l'a fait. Il y a eu quelques études qui ont montré que ça faisait mieux que quand tu avais deux générations entre les endoscopies, le dispositif d'endoscopie. Tu gagnais en taux de détection d'adénome, mais finalement, c'était un peu l'évolution de nos parcs d'endoscopie. Je crois que là, ça va faire pareil. La petite différence, c'est que l'endocuff, il y a le coût d'une pièce ajoutée, mais on y travaille, ça devrait bientôt être remboursé. Pour ce qui est de l'IA, il y a un surcoût, on verra comment ça s'articule. Soit on a le dispositif GI Genius qui a ce gros avantage de pouvoir être mis sur toutes les colonnes et de pouvoir travailler avec différents types d'appareils, parce que beaucoup d'unités comme nous travaillent avec différents types d'appareils. Ou alors les systèmes d'IA captifs de chaque dispositif. Il n'y a pas eu, pour l'instant, de comparatif dans les systèmes d'IA, mais ça va être très compliqué parce que l'IA, ça avance, donc tu as sans arrêt des mises à jour. Donc je ne pense pas qu'on aura des essais qui vont comparer les systèmes d'IA, ou en tout cas, ils ne seront pas valables dans le temps. Et pour ce qui est de l'augmentation de contraste, chaque firme travaille sur son augmentation de contraste. Je pense que Fuji avait de l'avance. Là, on a Olympus qui sort un système d'augmentation qui semble avoir des bonnes données avec une seule étude pour l'instant. Mais je crois que oui, ça va s'imposer. Seulement, c'est un peu moins évident, et c'est pour ça que je veux communiquer là-dessus. C'est moins perceptible que de passer de l'analogique au numérique et à la HD. Enfin, je ferais même de l'optique à l'analogique puis à la HD, parce que c'était perceptible par notre œil. Donc ça semblait évident que valait mieux voir que de moins bien voir. Là, c'est un peu moins perceptible. Nous, quand on a monté ces essais, on n'était pas persuadés du tout de l'utilité de l'endocuff. Franchement, on était très sceptiques. Ça a fait un gain majeur. L'IA,
on était aussi sceptiques, on ne savait pas. On a encore un gain. Le contraste, on en parlera, mais il y a aussi des arguments. Donc je crois que comme on ne le voit pas, c'est difficile d'appréhender parce que l'œil ne le voit pas tout de suite. Mais oui, ça va s'imposer et il faut agir, à mon sens, c'est l'objet de ces communications, il faut agir auprès de nos autorités pour revoir le GHS parce que nos structures vont devoir payer plus pour acheter tout ça. Patrice ? Oui, bravo David pour cette très belle présentation. Je voudrais revenir sur le scepticisme de ton petit personnage. Le TDA est corrélé, on le sait, au risque de cancer d'intervalle et au risque de mortalité par cancer d'intervalle. Le cancer d'intervalle, c'est quand même 5% des cancers colorectaux. Là où je veux en venir, c'est que les recommandations récentes qui espacent les intervalles de contrôle reposent sur des études qui ont bien montré que de trouver un ou deux petits adénomes en dysplasie de bas grave n'avait aucun impact sur le futur, ou très peu, ou beaucoup moins qu'on ne pensait. Tout ça pour dire qu'il faut peut-être relativiser cette recherche acharnée du nombre de petits polypes et focaliser nos efforts sur la recherche des adénomes avancés. Alors, là-dessus, les recommandations, on en a déjà parlé. Moi, je trouve que les registres sur lesquels sont basées ces recommandations sont hautement critiquables par les perdus de vue à long terme de ces registres. Donc moi, j'ai des réserves, et quand on a discuté, notamment les recommandations françaises, j'étais plutôt prudent sur le fait de reproduire exactement les recommandations européennes. Après, on augmente, et mon point de vue n'est pas de vouloir mordicus maintenir un délai court. Il est évident que la coloscopie d'il y a 10 ans ont dépisté moins bien, donc il est complètement attendu qu'on va augmenter les délais. Mais je crois que je comprends la nécessité de vouloir absolument démontrer que pas voir les petits polypes, mais on va augmenter notre délai. Nos patients viennent nous voir parfois pour un dépistage individualisé. Ne pas leur assurer une clairance complète, je ne comprends pas l'argumentaire pour ne pas leur assurer ça. Surtout si on va leur dire rendez-vous à 10 ans pour la prochaine coloscopie. Oui, juste une remarque tout à fait à la suite de ce qu'on vient de dire. Vu qu'on va augmenter notre taux de TDA, vu que les dates de contrôle coloscopique, c'était alors 3 polypes ou plus, après c'est passé à 5 polypes ou plus, et là c'est 4 polypes ou plus par rapport au délai. En augmentant le taux de TDA, on va raccourcir nos taux de contrôle. Bon, parce qu'on trouvera, oui, on va peut-être changer on va en les lignes, trouver 5 au lieu de après, 3. Ça, tout à fait. Mais ça, les recommandations évolueront avec notre capacité à dépister. Oui. Donc, elles vont devenir obsolètes. Oui, c'est vrai. Oui, mais ça évoluera forcément. Mais c'est pas pour autant qu'il faut maintenir, à mon sens, bien sûr. un niveau bas de dépistage. Large discussion, effectivement. Merci beaucoup, David, Merci. pour cette présentation. On va passer à la présentation suivante.